Il fallait devenir blanc, entre guillemets, socialement. Même si finalement c'est une chimère, tu vois. On te dit, quand on te dit intègre-toi, assimile-toi, c'est deviens blanc en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça rejoint le but premier de ma page, c'était de mettre en avant le racisme dans son côté systémique, le fait qu'il soit ancré dans l'histoire, qu'il s'exprime sociologiquement et pas seulement de manière très morale ou non c'est pas bien, t'as dit qu'il était tel cliché, soyons gentils et ça va finir par s'effacer ou n'en parlons même plus des fois. En fait c'est une question de sensibilité à l'injustice déjà, qui est né très tôt chez moi, dû à mon parcours, à mon histoire familiale. Je raconte ça dans mon livre où j'explique que mon père est décédé dans les années 90 suite à la contraction du virus du sida dans les années 80, qu'il a eu via une transfusion sanguine parce qu'il avait une anémie passagère qui a nécessité un don de sang, mais le sang était contaminé. On se rend compte en creusant cette histoire que les responsabilités sont du côté de l'État. Une question qui m'a poursuivi toute mon enfance et toute mon adolescence et encore aujourd'hui. Donc je pars de mon parcours personnel, intime, et en fait je fais le parallèle avec ce qui existe dans la société pour les autres groupes non blancs, et ensuite en remontant dans l'histoire. Dès lors où je me suis intéressé à l'histoire de la colonisation française en Indochine, j'ai compris déjà beaucoup de choses. Pourquoi ma présence ici? Pourquoi est-ce que moi, en tant que fils d'immigrés laotiens et laotiennes, je suis en France? Ça vient pas de nulle part, tu vois. Il y a une histoire qui lie la France et le Laos. J'aurais pu finir, je sais pas, n'importe où, en Suède ou quoi, mais c'est pas le cas, c'est en France. Pourquoi en France? Et déjà, le fait de se poser ces questions-là, on va chercher à la racine. Après, on se rend compte qu'il y a eu la guerre d'Indochine. Ensuite, il y a eu la guerre dite du Vietnam. Parce que c'est très lié justement à la question coloniale et à la question de la race. Quand Jules Ferry disait c'est de notre devoir en tant que civilisation supérieure d'aller civiliser, en tant que race supérieure d'aller civiliser des races inférieures, il se place en tant que la nation française, blanche, et puis toutes ces autres identités supérieures qui doivent apporter la lumière partout sur le monde. Et le fait de pouvoir se placer dans cette histoire, ça nous permet de, comme je disais tout à l'heure, de revenir à nos racines, quoi, et à développer cette connaissance de nous dans un système finalement qui va vouloir notre assimilation d'abord, puis après, dans l'évolution de cette question, notre intégration. Il fallait devenir blanc, entre guillemets, socialement. Même si finalement c'est une chimère, tu vois. Quand on te dit intègre-toi, assimile-toi, c'est deviens blanc en fait, c'est ça que ça veut dire. Le truc concret, c'est par rapport à ma mère. C'est comment j'ai pas réussi à me faire comprendre de toute ma vie presque. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, déjà avec tous les traumas qu'il y a pu avoir entre l'immigration de ses parents plus la sienne, et puis le fait de grandir en milieu défavorisé, quartier populaire, plus toute l'histoire qui est arrivée à mon père et tout. J'étais censé être la clé du bonheur de ma mère. C'était tout reposé sur moi. Ça veut dire qu'elle me faisait comprendre qu'elle était venue là pour avoir une vie meilleure. Et de ce fait, je devais être parfait dans tous les sens du terme, à la maison, à l'école, pour pouvoir répondre à cette aspiration de cette migration. Il fallait que je sois parfait. Avec l'analyse, le recul, je me suis mis moi de côté pour l'histoire de ma famille, quoi. Quand on parle de charge raciale, on remet au centre le fait que la race influence aussi ta santé mentale. Et en France, on ne prend pas en compte. On a très peu cette habitude d'aller consulter. Moi, j'ai jamais consulté jusqu'à très récemment. Dans la majorité des populations qui consultent, c'est des personnes blanches et elles ont leur soutien psychologique. Nous, on l'a pas. C'est tout nouveau encore ces questions-là, en tout cas de transmission, tu vois. Quand j'en ai parlé à ma mère pour essayer de lui dire viens on y va ensemble, un truc pour qu'on parle de tout ce qui s'est passé, elle m'a dit non, moi je suis pas folle, tu vois, ou j'en ai pas besoin, je suis très forte comme ça. Et c'est des armures que cette génération-là a dû endosser pour dire on avance. On a vécu le pire et le pire est derrière et le meilleur est devant. Et c'est bon, ça suffit.
Le pire est dans la tête parce que dès qu'on évoque certains sujets, on voit tout de suite qu'il y a des levées de boucliers énormes pour justement ne pas ouvrir cette boîte. Sur toutes les histoires des immigrations, vous êtes tous et toutes les mêmes. Mais il y a un bon élève parmi ceux-là, c'est les Asiatiques. Et c'est instrumentalisé pour du coup écraser toutes les autres populations perçues comme noires et arabes, pour dire regardez, il y a les bons élèves. Le racisme asiatique n'existe pas pour beaucoup et donc du coup, dans nos cercles même, on ne se pose pas la question et on véhicule ce racisme classique dans lequel on a grandi, le racisme dont on a hérité de la colonisation et tout. Quand les populations pakistanaises sont appelées Pakis en Grande-Bretagne, et ben, c'est une insulte raciste là-bas, issue de la colonisation et de la blanchité qui va nommer les corps perçus comme sud-asiatiques de Paki, tu vois. C'est comme Washington, ou c'est comme Bougnoul, ou Bamboula, ou tous ces termes-là racialisants et racisants. C'est raciste tout simplement, ouais. Ça nous place dans cette hiérarchisation. Bon, bah, on a les blancs qui sont héritiers de toute cette histoire et tous les autres qu'on va traiter de tous ces noms, quoi. Je suis content de l'avancer dans le sens où moi, en tout cas de ma génération, liée à l'histoire aussi des immigrations asiatiques, postcoloniales, je fais partie de la génération qui commence à parler des choses. On est obligé de faire valoir nos droits, d'élever nos voix. Et je pense que ça va dans le bon sens, forcément. Ça peut aller que dans le bon sens parce que ça participe d'une lutte qui existe déjà. Et en plus de ça, ça libère une parole qui, jusque-là, ces dernières décennies, n'existait pas, tu vois.